Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Nouvellement élu sous la bannière bloquiste en Abitibi-Témiscamingue, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, le député de ce comté, M. Sébastien Lemire. Monsieur Sébastien, bonsoir. Bonsoir, Gabi. Toujours, c'est un plaisir que de vous recevoir à cette émission. Vous êtes tout nouveau dans la grande famille politique. Mais là, il va falloir faire une mise au point parce qu'il se passe tellement de choses au Canada, au Québec, aujourd'hui, que la mise au point... des impacts jusqu'à chez nous. Là. Oui, exactement. Donc, la mise au point est très importante. On enregistre l'émission le 21 février en après-midi. Au moment où l'on se parle, la crise ferroviaire, il n'y a rien de réglé du tout. L'émission est diffusée ce soir, 26 février, et comme vous le savez, plusieurs reprises à partir du jeudi jusqu'au dimanche. Il y a plusieurs reprises. Qu'est-ce qui va se passer entre la date de l'enregistrement de l'émission et la date ou les dates des diffusions de l'émission? On ne le sait pas. Mais on ne peut pas tenir sous silence la crise ferroviaire qui est après bloquer le Canada en entier. Il y a des répercussions de l'Atlantique au Pacifique, puis l'Abitibi-Témiscamingue, nous sommes inclus dans ça également. Alors, c'est donc dire que cette émission-là, comme je vous l'aurais dit une autre fois, enregistrée le 21 février, rien n'est réglé encore, même si ça prend de l'ampleur. Qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas. Avec mon invité, un petit peu plus tard dans l'émission, nous allons en parler. On ne peut pas ne pas en parler parce que c'est vraiment trop majeur. Monsieur Sébastien, moi, j'aimerais avoir votre impression et votre opinion sur vos débuts en Chambre. Oui. C'est tout nouveau. Est-ce que c'est ce dont vous vous attendiez? Somme toute, oui. Oui, j'étais prêt à ça. D'abord, moi, dans mon jeune temps, j'aime ça dire ça avec humour, mais j'ai travaillé il y a une quinzaine d'années pour Pierre Briand, quand il était député de Témiscamingue à Ottawa. Donc... Et que j'ai reçu plusieurs fois ici. Oui, Pierre, oui, exactement. Et j'avais eu la chance de travailler pour lui sur la colline parlementaire. Donc, j'avais déjà eu ce premier contact-là quand j'étais au niveau collégial. J'ai milité pendant plusieurs années en politique, au Parti québécois, au Bloc québécois notamment. Et donc, j'avais quand même un aperçu de qu'est-ce qui était la demande de la vie politique. C'est un rythme qui est très chargé, mais je m'y attendais. Ce que je m'attendais peut-être moins aussi, c'est les défis d'installer un bureau et tout ça, et tous les défis administratifs qui viennent avec ça, les formulaires et tout. On a tous eu nos défis avec la bureaucratie fédérale. Donc, j'y ai pas échappé. Mais maintenant, ça fait un peu plus de 4 mois que j'ai été élu. J'ai une formidable équipe avec moi sur laquelle m'appuyer. Puis pour l'avoir testé particulièrement cette semaine, c'est une équipe qui est efficace, qui a le goût de travailler et qui est dévouée pour les gens. Et l'aspect parlementaire, on a la surprise qu'on a pu créer au Bloc québécois. En arrivant 32 députés, d'abord, ça permet au Bloc québécois de redevenir un parti officiel, donc d'avoir des budgets de recherche, de pouvoir avoir des temps de parole en Chambre. On est la deuxième opposition, on fait à peu près 20 de l'opposition, 10 des députés en Chambre, donc tous les temps de parole sont proportionnels à notre nombre. Donc, le fait d'arriver comme ça aussi à 32, ça fait en sorte que on devient un incontournable pour présenter les enjeux qui sont propres au Québec. Parce que 32 députés, il ne faut pas s'en cacher, là. On suit la politique beaucoup. Et on s'imaginait le Bloc entre 18 et 22, à peu près. Là. On disait, bon, oui, probablement que le Bloc va aller chercher beaucoup plus que 10 députés. Ils devraient au moins doubler ou pas loin. On se ramasse avec 32, quand je dis le Bloc se ramasse avec 32 députés élus. Ce fut une surprise. Je vais être honnête avec vous. Moi, j'estimais que s'il y avait 20 députés du Bloc, je n'étais pas sûr. Mais le 21e, c'était moi.
Donc, vos évaluations étaient semblables aux miennes. OK. Et finalement, ben, je suis rentré puis avec un résultat qui m'a surpris. Mais le soir de l'élection, je m'attendais peut-être à 40 du vote. Sincèrement, les 2 dernières semaines, je m'attendais à gagner, mais je ne m'attendais pas à rentrer aussi fort. Donc ça a été très touchant pour moi. Les gens de l'Abitibi-Ouest ont été particulièrement généreux, puis c'est une des raisons majeures. Moi, je m'étais promis de m'acheter un véhicule 100% électrique. Et donc, un mois après l'élection, je suis allé chez Nicole Auto et j'ai acheté ma Bolt 2020 pour pouvoir me promener là, dans la région avec ce véhicule-là. C'est un exemple, mais effectivement. Donc, on est arrivé comme ça, un contingent de 32, mais je vous donne un exemple dans lequel l'impact que ça peut avoir. Un exemple très concret, l'accord de libre-échange qu'il y a avec le Canada, États-Unis, Mexique. On a beaucoup de pression au gouvernement sur Trump, puis honnêtement, avoir la pression de Donald Trump, ça doit pas être quelque chose de facile à subir. Et dans ce contexte-là, ben, le gouvernement Trudeau avait beaucoup de pression pour faire une voie rapide pour l'adoption de cet accord de libre-échange-là. Cet accord de libre-échange-là est très dramatique pour le Québec sur 2 enjeux particuliers, celui de l'industrie de l'aluminium puis celui de nos producteurs, particulièrement nos producteurs laitiers. Oui. Et dans ce contexte-là, la voie rapide qui était souhaitée, privilégiée par le gouvernement, ben, a été bloquée, si vous me permettez l'expression, par le Bloc, parce que par une motion d'un ministre qui dit « moi, je propose l'adoption », il aurait été voté en Chambre et il aurait été forcément adopté. Mais parce qu'on était au moins 25 députés, on pouvait dire que cette motion-là, on était contre la motion d'une adoption rapide qui contournait les règlements normaux de la Chambre qui permettaient le débat. Donc, en n'évitant pas le débat sur l'accord de libre-échange, on a pu amener les enjeux d'aluminium, on a pu amener les enjeux des producteurs, j'ai amené aussi celui de l'industrie forestière sur la table parce que c'est quelque chose qui est important. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous avez fait un gain avec ça? Là, il y a peut-être quelque chose qui se passe entre aujourd'hui qu'on enregistre et aujourd'hui dans lequel c'est diffusé. C'est pour ça que je dis qu'en politique, il se passe tellement d'affaires en si peu de temps que... Je vais me contenter de sourire, mais je m'attends à ce qu'entre le moment de l'enregistrement et le moment de mercredi de sa diffusion, probablement qu'on va avoir une excellente nouvelle qui vient d'Ottawa par rapport justement à un gain du Bloc. Pour l'instant, je m'en tiens à ça, mais je suis très confiant. Le deuxième enjeu pour nos producteurs agricoles, ben ça, c'est une bataille qui se poursuit. Parce que non seulement il y a tout l'impact sur les quotas, hein, c'est plus de 3 mais qui s'additionne aussi aux limites qu'ils ont eues par les accords de libre-échange précédents avec l'industrie, avec l'accord avec le Trans-Pacifique puis celui de l'Europe. Et là, on ajoute les États-Unis. On a beau promettre des compensations. Ce qu'un producteur agricole, puis pour avoir travaillé pendant près de 2 ans à l'Union des producteurs agricoles, puis avoir été en contact avec eux, là, leur donner un chèque de compensation, là, c'est pas un besoin, là. C'est même de dire, regardez, on vous met dans une situation dans laquelle on vous subventionne maintenant. Et s'il y avait une fierté d'être producteur, c'est d'être autonome et de contribuer sans subvention. Ça fait plusieurs fois que je reçois M. Rancourt, le président des producteurs laitiers. Que j'ai rencontré à Ottawa d'ailleurs. Exactement. Très bon moment. Puis, c'est vraiment pas drôle, là. Qu'est-ce que c'est qui se passe, là? Ça n'a aucun sens. On dirait que les producteurs bovins, producteurs laitiers, tout ce qui touche agriculture, on dirait que pour certains, c'est pas important. Les mines sont bien plus importantes que ça. Oui, mais si on veut nourrir les gens qui vont travailler dans les mines, ça prend des agriculteurs. Mais il me semble que c'est une classe à part. On les regarde un peu de travers. Je ne sais pas, puis Dieu sait si cette classe-là est importante. C'est terrible. Absolument. Puis moi, je sais d'où je viens. Et je viens notamment de l'Union des producteurs agricoles. Donc, j'ai travaillé avec les producteurs. Vous savez très bien c'est quoi. Plusieurs de mes interventions, mes premières interventions étaient pour soutenir les producteurs agricoles. Puis je vous donne un dernier exemple. Cette semaine, donc, j'ai été nommé au comité de l'industrie, sciences et technologies. J'ai été nommé comme vice-président, comme représentant du Bloc québécois. Et là-dedans, il y avait notamment sur l'accord de libre-échange, j'y reviens, de pouvoir faire quel sujet on veut traiter parce que le comité du commerce international a délégué au comité de l'industrie les enjeux industriels là-dedans. Et j'ai souhaité faire un amendement pour qu'on puisse parler encore davantage de l'impact sur l'industrie agroalimentaire. Et donc, en faisant cet amendement-là, ça me permettait de pouvoir amener des invités, des témoins qui puissent parler de cette réalité-là. Donc, des gens qui vont pouvoir parler du côté des producteurs laitiers, mais aussi du côté des transformateurs. C'est quoi les conséquences réelles au niveau de la production, au niveau des surplus, au niveau des relations internationales, au niveau des tarifs? Tout ça a un impact qui est majeur. Et la date aussi d'entrer en fonction de tout ça. C'est sûr qu'il faut faire attention également quand je dis que les agriculteurs ou le domaine agricole est excessivement important.
je ne veux pas dire que je veux sous-estimer les mines, le domaine minier non plus, parce que le domaine minier est quand même très important. Absolument. Et on le voit chez nous. Mais il ne faut pas tout donner à un et rien donner à l'autre. C'est ça là, que je veux dire. Il faut faire attention à ça. Mais le domaine minier a quand même, c'est des industries qui ont leurs gens, leur lobby, voilà, et exact. qui est très fort. Oui. Un producteur agricole qui est chez eux, là, dans son rang à l'Aunay, là, parfois, il se demande pourquoi il continue son travail. Il tape ses murs parce qu'il veut avoir Internet haute vitesse, parce que tout se fait là-dessus aujourd'hui. Puis, j'ai reçu M. Bégin, là, le préfet de la MRC, Abitibi-Ouest, Jacqueline. Puis, la MRC travaille beaucoup sur ce dossier-là pour doter tout le monde de Internet haute vitesse. Mais on se dit, mais ces personnes-là, les agriculteurs aujourd'hui, c'est rendu là. Ils s'en vont sur leur ordinateur puis ils font leur devoir là. Alors, quand tu l'as pas, tu te sens lésé et avec raison. C'est l'agriculture de précision dont on parle. Bon, voilà. Le cas de l'Aunay, il y a 3 coches sur mon téléphone à l'Aunay. Fait que ça, c'est pas pire, mais c'est pas le cas dans toutes les régions. Puis quand on parle d'occupation du territoire, quand on parle de développement de nos villages, développement économique, d'attirer des jeunes familles, sans Internet, sans cellulaire, c'est dramatique. Encore là, je me permets de donner un exemple. Le comité de l'industrie, vraiment d'être là-dessus, pour moi, comme représentant de Abitibi-Témiscamingue, c'est vraiment un levier qui va être fantastique. On a eu des motions. Chaque député vous fait présenter qu'est-ce qu'on aimerait que le comité réfléchisse. Évidemment, les télécommunications fait partie du sujet d'intérêt de plusieurs. Du côté des conservateurs, on se questionnait beaucoup sur les données. À qui appartiennent les données, l'aspect privé, la 5G qui s'en vient. Du côté des libéraux, des interrogations au niveau des tarifs, notamment. Du côté du NPD, c'était les numéros de téléphone confidentiels, cette confidentialité-là des données sur les machines robotisées ou d'autres. Moi, ce que j'ai amené, c'est l'accessibilité, puis particulièrement dans les régions du Nord. Donc, on va se pencher dans les prochains mois sur ces questions-là. Il va y avoir des experts qui vont nous présenter leur vision. On va faire des rapports là-dessus. Puis moi, la réalité des régions, comme l'Abitibi-Témiscamingue, va pouvoir être présentée là en mode solution, parce que c'est ça le problème. Voilà. On connaît le problème, on a juste à sortir, prendre notre téléphone, je m'en venais ici, puis c'est un drame. Là. Voilà ce que c'est que l'on parle, une entrevue politique, c'est qu'on saute d'un sujet à l'autre, et puis ce sont tous les sujets que j'avais à parler. Excusez-moi. C'est correct, c'est correct, parce qu'on s'en va d'un sujet à l'autre, mais tellement intéressant qu'on n'emboîte le pas, puis on s'en va avec ça. Très intéressant, M. Lemire. Comment s'est comporté et comment va se comporter ou doit se comporter le Bloc qui, face à un gouvernement minoritaire, vous n'avez pas la balance du pouvoir? On pensait à un moment donné que vous étiez pour avoir la balance du pouvoir. Vous ne l'avez pas. Vous êtes la deuxième opposition, par exemple. Oui. Mais vous n'avez pas la balance du pouvoir. Comment vous vous comportez, votre chef, M. Blanchette, face au gouvernement minoritaire et comment vous devez vous comporter aussi dans le futur? Est-ce que vous avez un rôle à jouer? Bien oui, on a un rôle qui est important. D'abord, sur la question de la balance du pouvoir, honnêtement, ce scénario-là, dans lequel la balance du pouvoir est portée par 2 partis, voire même 3, parce que techniquement, les conservateurs peuvent aussi soutenir le gouvernement dans une motion ou dans un budget ou autre. Donc, il y a 3 partis politiques qui peuvent le soutenir. Donc, le poids n'est pas uniquement sur le Bloc québécois de dire, bon, mais le fardeau d'amener ou non les Québécois, les Canadiens en élection, c'est nous qui le portons. Heureusement, je pense, parce que ce qu'on souhaite, c'est un peu de stabilité pour un gouvernement. Et le fait d'être plusieurs partis à se permettre ça, de pouvoir supporter le gouvernement, ça amène cette stabilité-là. Moi, je m'attends à un gouvernement qui pourrait durer même jusqu'à 3 ans. Pour un gouvernement majoritaire, c'est quand même là. On pourra en parler à Marc Lemay, qui en a fait plusieurs. Parce que d'habitude, on parle de 18 à 24 mois, là, exact. En gros. Là. Mais vous voyez, dès l'attitude du Bloc québécois, nous, puis François s'est engagé en ce sens-là, d'être constructif. Okay. Puis moi, je me retrouve bien là-dedans parce que j'aurais été probablement très malheureux, puis je regarde comment l'attitude des conservateurs en chambre à taper ses bureaux, puis à dénoncer, puis à crier, c'est pas mon style. C'est pas mon style. Des fois, effectivement, il y a des enjeux qui nous touchent plus que d'autres, là. Mais d'arriver au Bloc québécois, on est dans une attitude constructive, ça s'est manifesté sur le discours du trône. Le Bloc québécois, d'entrée de jeu, a dit on va appuyer le discours du trône. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qui sont importants pour le Québec, qui sont des gains et qui s'y retrouvent. Il y a eu des discussions préalables. Forcément, M. Blanchette a amené des éléments à M. Trudeau qui étaient proches de leur plateforme et on a pu aller vers un compromis et ça a été intégré. Donc, dès lors, le Bloc québécois a voté pour et ça l'a permis de se dire de façon très responsable, on ne retournera pas en élection 2 mois après d'en avoir fait une. Non, parce que je pense que honnêtement, il n'y a pas personne, il n'y a aucun parti politique qui veut retourner en élection, à tout le moins pas avant 2 ans. Là. À tout le moins, je dis avant 2 ans, parce que, premièrement, il ne faut pas s'en cacher, les caisses électorales sont vides.
absolument vide. Puis, je me demande que avec tout ce qui se passe... On s'en tire bien, oui, mais c'est sûr que la prochaine va être importante. C'est ça. Puis, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on en a parlé un peu, puis on va revenir sur le sujet aussi, c'est pas le temps de s'en aller en élection, c'est le temps de régler des problèmes qui sont majeurs. Absolument. Puis je me permets de revenir sur la crise, pas la crise, mais l'accord de libre-échange. Oui. Bien là, quand les intérêts du Québec étaient touchés directement, bien, il y a un parti qui s'est opposé à ce projet-là. Puis c'est pas de s'opposer au libre-échange. Parce que ça, pour moi, ça reste quelque chose, c'est un acquis qui est majeur. Oui. Mais quelles concessions on fait? Qu'est-ce qu'on offre pour protéger une industrie comme l'acier en Ontario qui est très important? Pourquoi on ne l'offre pas la même protection pour l'aluminium qui est fondamental pour des régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, la région de Bécancour? Et c'est ça, ce 2 poids, 2 mesures-là pour nos producteurs agricoles. Donc, au départ, on s'est prononcé contre cet accord-là. On s'est relevé une deuxième fois contre l'accord. Tu sais, moi, dans la vie de Trump, là, j'ai pu me lever pour dire, regarde, moi, je suis pas d'accord avec la façon dont tu as fait, puis le contenu, puis l'impact que ça a pour notre monde. Oui, parce que ça a un impact majeur. Mais dans un monde idéal, là, il y a un compromis, puis il y a des négociations qui se font encore à l'heure actuelle pour pouvoir trouver une solution pour faire en sorte. Est-ce que lui est ouvert à négocier? Je pense que M. Trump est à un stade dans lequel ce qu'il veut aussi, c'est la ratification de cette entente-là. Okay. Et là, il y a un des 3 pays qui ne l'a pas signé, cette entente-là. Oui, pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'unanimité en Chambre. Et donc, il y a un enjeu démocratique qui est là. Donc, il y a des négociations qui sont là. Le Bloc québécois aimerait pouvoir voter pour cet accord-là, mais pas à n'importe quel prix, pas sur le dos de l'économie du Québec. Fait que c'est ça qu'on devrait, en principe, quand l'émission va être en ondes le 26 février, on devrait avoir des nouvelles fraîches. On ne pourra pas vous les donner parce qu'on enregistre le 21, mais ceux qui suivent la politique de près, on devrait peut-être avoir un petit son de cloche nouveau. J'ai confiance. Ouais. Vous avez parlé du discours du trône, je l'ai aussi dans mes questions. On va prendre juste quelques engagements que j'aimerais, parce qu'on ne peut pas tous les prendre. Là. Réduire de 25 les frais cellulaires. Hausse de pension de la sécurité de vieillesse, ça, tout le monde va applaudir si ça peut se faire. OK. J'ai le goût de répondre. Je vous laisse aller, excusez-moi. Indemnité pour les producteurs agricoles qui sont soumis à la gestion de l'offre, on en a parlé un peu. Puis, permettre aux villes de bannir les armes de poing. Vous avez approuvé ça. Oui. Si on y va une par une, réduire de 25 les frais cellulaires, est-ce que c'est une chose possible? Là, je rappelle qu'on est dans le cadre d'un discours du trône. Oui. Ça n'impacte pas le gouvernement dans des mesures, c'est des orientations. C'est qu'est-ce qu'on souhaite faire. C'est pas le budget. Non, absolument pas. C'est ça, ce que le gouvernement entend faire. Et non pas, comme vous dites si bien, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On prétend, on entend faire ça, donnez-nous votre accord. C'est un peu ça. C'est l'orientation, effectivement. Et ça, bien, sur réduire la facture de 25 regardez, on est un des pays qui paye le plus cher pour ces télécommunications. Puis c'est encore plus vrai chez nous. Non seulement les gens pognent mal le réseau cellulaire, mais ça fait quoi? Ça fait qu'ils s'achètent une ligne fixe. Fait que ça, c'est une taxe. Bien, c'est pas une taxe, mais c'est un frais supplémentaire qu'on ne voit pas. Mais pour avoir un service de qualité moindre, on se retrouve à payer 3 fois aussi avec Internet et autres. Ça a un impact. Donc oui, ça sera une mesure qui est nécessaire, ne serait-ce que pour avoir une équité par rapport à l'ensemble des pays au niveau des télécommunications. Hausse de pension de vieillesse, c'est sûr et certain. Ça, c'est un enjeu que le Bloc est important parce que, vous voyez, les libéraux sont d'accord avec ça, mais on se concentre pas, c'est sur le montant. Et donc, nous, le Bloc québécois, on a une position dans laquelle on souhaite 110 $ par mois. Okay. Donc, grosso modo, 1 300 $ par année. Les libéraux avaient en tête 65 $. C'était leur engagement de campagne électorale. Okay. Donc, il y a forcément un compromis entre les deux qu'on est capable de trouver, mais assurément que le Bloc pousse à la hausse pour assurer une qualité de vie à nos aînés. C'est leur pouvoir d'achat, là. Il y a quelques années passées, quand une personne m'est arrivée et qui m'avait dit, preuve à l'appui, m'avait dit, sur mon chèque de pension de sécurité de la vieillesse, j'ai reçu une augmentation de 67 sous. Ah, ça peut être moins que ça, là. Parce que, mais c'est terrible. C'est qu'ils reçoivent cette indexation-là, elle est faite par mois. Oui. Donc,
à la limite, je dirais tant mieux que des fois, à coût de 67 sous, c'est pas significatif, mais en bout d'une année, ça peut faire un montant qui est 10 mais qui cumulé à travers les années est là. Si un gouvernement attend avant de faire des augmentations, il ne le fait pas à chaque mois, ben c'est de l'argent qui reste dans ses poches du gouvernement. Au moins, ce 67 sous-là s'en vient immédiatement. Le 67 sous est ridicule, là. Ben, c'est ridicule, mais en même temps, il s'en vient quand même là. Ce qu'il faut, par contre, c'est un montant qui soit significatif parce que le pouvoir d'achat des aînés, c'est un enjeu qui est fondamental. Il diminue à chaque année. Absolument. Indemnité, on en a parlé pour les producteurs agricoles. Permettre aux villes de bannir les armes de poing, là, ça, c'est... Une arme de poing, c'est quoi? C'est un gun manuel. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir... Du tout. Avec que vous finissiez votre question, c'est non. On n'a pas besoin de ça. Et les armes d'assaut aussi, là. Des armes d'assaut comme on a pu en voir, des armes automatiques qui ont servi et qui sont soit achetées par l'importation ou autre. Moi, j'ai pas tant de pitié pour ça. Par contre, quelque chose qui est important de mentionner, nos chasseurs, là, une arme de chasse, est tout à fait légal. Il faut qu'on limite toute la bureaucratie qui est avec ça. Donc, il n'est pas question de ramener un nouveau registre pour les armes qu'ont présentement nos chasseurs. On en vient là-dessus. Vous allez tout le temps au-devant de mes questions et c'est correct. Non. Et c'est correct. Ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde, si on peut s'exprimer ici. Le fédéral a banni, c'est-à-dire a banni le registre des armes à feu. Bon. Le Québec fait un nouveau registre des armes à feu. Le fédéral n'a pas voulu donner ou prêter ces données au Québec. Ça aurait été beaucoup plus facile à ce moment-là. Les chasseurs sont dans tous leurs États parce qu'ils sont pénalisés. C'est quoi votre position, M. Lemire, sur, premièrement, le registre des armes à feu fédéral qui est dissous et le nouveau registre des armes à feu provincial qui est en vigueur depuis au-delà d'un an? Bien, d'abord, c'est un enjeu qui dure sur une vingtaine d'années. Ça a été un fiasco, le registre. Terrible. D'abord, au niveau financier, là, c'est 2 milliards et plus, et ça devait coûter à peu près 20 millions. Et donc, c'est notre argent qui aura servi à de la bureaucratie et qui n'aura pas été efficace. Après ça, une fois que c'est fait, bien, il y a une décision politique de la part des conservateurs de l'abolir. Bien, tant qu'à l'abolir, s'il voulait être repris au Québec, est-ce qu'on aurait pu garder les données? Donc là, ça aurait fait cet élément-là de base qui aurait été intéressant. Et là, on ramène une troisième fois. Ce qui est au Québec, je vais me permettre de me dire, regarde, ça appartient au gouvernement du Québec, puis nos élus locaux ont leurs opinions là-dessus et c'est eux qui sont élus pour pouvoir défendre ça. Moi, de mon côté, au fédéral, je suis très content que cet enjeu-là ne revienne pas par rapport au registre comme tel, mais il faut que nos chasseurs puissent être capables d'exercer leur loisir, leur passion, d'aller à la chasse de façon la plus libre possible, la plus efficace. Que vous soyez là, au fédéral, je suis d'accord, mais disons, comme citoyen du Québec, êtes-vous d'accord avec un registre du Québec? Regardez, il y a l'enjeu... on a vu l'aspect de la sécurité publique m'apparaître important là. Puis je veux vraiment pas banaliser ça parce que on le sait, moi sur ce principe de base-là, comme on enregistre un auto, pourquoi pas on enregistre une arme, ça me choque pas. Je suis pas un propriétaire d'armes, j'ai mon permis d'acquisition-possession, j'ai fait ces démarches-là, je suis pas un propriétaire d'armes en ce moment, moi j'aurai le réflexe de l'enregistrer. Mais je respecte ceux pour qui c'est compliqué. Puis en même temps, de limiter c'est quoi l'exercice de la chasse, il y a personne qui est gagnant de ça, surtout pas dans une région comme la nôtre. Et à partir de là, le gouvernement du Québec aura à prendre ses décisions s'il poursuit ou pas, parce que ça semble aussi compliqué de la part. Moi, j'ai des amis qui me témoignent juste de mettre un accent aigu sur leur arme parce qu'elle vient de la Tchécoslovaquie, un accent et le caractère n'est pas accepté. Ça devient un autre dédale administratif et ça fonctionne pas. Le résultat qui, pour moi, est le plus important, est-ce que le chasseur peut aller faire sa passion dans le bois, dans un centre de tir supervisé, sécurisé, c'est-à-dire il puisse le faire adéquatement, librement, bien, c'est ça qui est l'enjeu. Sans négliger la sécurité quand même. Le temps passe tellement vite, je ne vous dirai pas comment il reste de temps, vous allez dire, pas déjà, mais il reste très peu de temps. Puis il faut parler absolument de la fameuse crise. Vous pourriez me réinviter, M. Lacasse. Ah ben oui, vous aurez une place ici régulièrement, M. Lemire, et ça me va toujours me faire plaisir. Et je ne fais pas d'allégeance politique là, tout le temps. Cette émission, c'est une émission pour informer la population. Crise ferroviaire, blocus. Oui. C'est
Au moment où l'on se parle là, il n'y a rien de réglé. Je l'ai dit en entrée d'émission. C'est quoi votre opinion là-dessus? Parce que là, on est après prendre le Canada en otage. Bien, il y a eu un manque de leadership qui est triste. Au départ. Qui est triste. Je pense que si on avait pu agir dès le départ, pour ne pas laisser une situation s'envenimer. Voilà. Puis que finalement, que l'idée de bloquer une rail puisse faire un effet boule de neige, puis de voir comme Colin s'est laissé faire, on peut faire un geste qui est illégal, là, qu'on cautionne absolument pas. Mais ce geste-là, et que finalement, ça s'est multiplié. Je comprends les communautés autochtones. Je comprends les enjeux qui sont perçus là-dedans. Puis à la limite, un pipeline de gaz qui vise l'exportation de l'huile, du gaz, forcément, ça va avoir un impact peut-être chez nous aussi. Là. Les façons de faire de l'industrie n'est pas différent de ce que fait Gazoduc en ce moment, puis GNL, puis de diviser un projet. Mais je ne veux pas faire de lien tant que ça avec ce projet-là. Mais sinon, je reconnais la légitimité des aînés, en fait, des chefs traditionnels. Ce qui arrive aussi là-dedans, c'est qu'il y a une différence de leadership, dans le fond, qui prend la décision, qui parle au nom des Wet'suwet'en. Excusez-moi mon accent. Des Wet'suwet'en. C'est ça. Qui, dans le contexte, est-ce que c'est les chefs traditionnels qui sont reconnus aussi par les communautés, qui sont là pour la tradition, pour l'histoire, mais aussi pour le développement durable? Exact. Qui ne veulent plus, là. Exact. Et qui n'auront jamais voulu, qui n'ont pas été consultés. Versus des conseils de bande qui, eux, ont été... Comment ça a été créé? Bien, c'est la loi ces Indiens. Ça date du 19e siècle. On a imposé la façon de faire, si vous me permettez l'expression, la façon de faire blanche. Et on leur a dit, vous allez fonctionner de telle manière. Et ça va à l'encontre des traditions. Et est-ce que ces gens-là, leurs préoccupations ne sont pas les mêmes? Les taux de participation, je ne veux pas entrer là-dedans. Moi, ma préoccupation, est-ce que les communautés autochtones auraient pu décider eux-mêmes de leur façon de se gouverner en respect avec leurs traditions? Et là, on l'a contourné et on se retrouve dans un conflit qui est rendu d'ordre national, comme vous le mentionnez. Dites-moi une chose, M. Lemire. Vous siégez à Ottawa. Au moment où l'on se parle aujourd'hui, on enregistre le 21 février, on en est à la 16e journée de ce conflit-là. Vous êtes en chambre. Vous avez devant vous le premier ministre, M. Trudeau. Dites-moi une chose. Comment se comporte M. Trudeau? Moi, je parle en chambre, là, pas en conférence de presse, là, mais en chambre. Comment se comporte M. Trudeau face à l'opposition et face surtout à ce débat qui semble s'éterniser? Est-ce qu'il est arrogant? Non. Est-ce qu'il je me permets de répondre honnêtement à votre question. Oui. Il semble un peu dépassé. Puis ça, c'est pas rassurant pour moi. J'ai senti peut-être un monsieur Trudeau, il y a quelques années, beaucoup plus passionné des enjeux. Et ça, à la limite, ça peut être préoccupant. Comme si justement, cette situation-là l'avait pris de court. Est-ce que c'est par lui-même ou c'est par des conseils politiques qu'on lui a dit non, tu n'agis pas, laisse les choses... Tu sais, cette stratégie-là du laisser-faire... s'est reviré contre lui. C'est dommage. Puis en même temps, il répond à des questions des conservateurs qui vont l'accuser qui souhaiteraient qu'il utilise la force. Nous, au Bloc québécois, on est amenés dès les premiers jours à faire des propositions, notamment, est-ce qu'un médiateur dans cette situation-là aurait pu être intéressant? On a tellement peur d'avoir un deuxième au cas, là. C'est ça. Puis avec raison aussi, là. C'est ça qu'on marche sur des œufs. Bien là, d'abord, la GRC s'est retirée. Oui. Parce que pour cause de la GRC aussi, les Wet'suwet'en a eu un cas dans lequel il y avait un tireur d'élite qui était posté pour pouvoir mettre de la pression sur ces blocus-là. Là, quand tu utilises la force de cette façon-là sur leur territoire à eux, je comprends qu'on en a envenimé la situation. Retirons la GRC. Est-ce qu'on peut même suspendre ce projet-là de construction de gazoduc le temps de régler, pour enlever de la chaleur un peu à tout le monde, pour permettre la vraie négociation, d'amener un médiateur? C'est toutes des propositions que le Bloc québécois a mis de l'avant pour faciliter, calmer les tensions, puis d'être dans une solution qui est durable. Monsieur Lemire, c'est tout le temps. Merci infiniment. C'était très intéressant. Puis on espère que cette crise-là va se terminer à la satisfaction de tout le monde. Surtout. Absolument, puis particulièrement des communautés autochtones. Et voilà, exactement. Alors, Monsieur Lemire, merci. Très intéressant. Merci, Gaby. Puis, vous serez toujours le bienvenu. À bientôt. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.